Bienvenue en cette soirée assez exceptionnelle en l'honneur de Gigi Kachimeanu. Gigi, l'un des plus grands chorégraphes et danseurs de sa génération. Il est là, mais avant, une surprise, une grande surprise. C'est un ballet, un solo, qu'il a créé spécialement pour ce soir. Et la danseuse parisienne de Paris, c'est Fabienne Sebastiani. Alors, je ne vous explique rien, je ne vous dis rien, ça dure 15 petites minutes, et puis après, on parle. Bonne soirée à vous, et merci encore d'être là. Merci. Et me vois rapiécer de lambeaux de temps, bricolés à partir de miettes de vie, de bribes de corps, de fragments de rêve, de quelques gouttes d'abîme. Je suis long et large, de plus en plus. Ma cage thoracique s'ouvre, tout comme mon regard avec les yeux fermés. Je brûle à l'intérieur et je n'ai pas mal. Je suis liquide et bouillonnant, mais ce ne sont pas des larmes, du sang non plus. Je me défais, je me refais, je tourne, pas de vertige, je tombe vers le haut. J'aime ça. Je suis suspendu à un nuage et à la densité d'une montagne. Moi-même, j'ai une consistance de chair et d'abîme avec l'écho des gouffres. J'aimais et je capte des sensations de toutes sortes, ni réalité, ni souvenir, ni les miens, ni ceux de quelqu'un d'autre, aussi familiers que venant d'un autre monde. Des couleurs et des lignes, des forces et des dépressions, des convergences et des collapses, des ondes du corps et des chutes de l'âme, des couleurs, des lignes. Je ne rêve pas, je ne rêve pas, je ne marche pas, je ne crie pas, je ne vole pas, je ne flotte pas, je danse. Personne au monde n'est pas personne au monde n'est aussi personne au monde n'est aussi seul que quelqu'un qui danse. Crying.
spirale vacillante à l'intérieur de l'épaule, un rayon de soleil au creux de la naissance d'une hanche, le vent à travers les doigts de la main. Je dors. Je rêve que je dors. Muet, je me débat et cours, folle parole me tourne autour. La neige est immobile dehors, volante, non fondante. Nous sommes venus au monde comme ceux qui dansent et rêvent en solitaire. Dans ce néant comme une lumière, restons un peu debout, à deux, inespérés, désespérés. J'ai veillé le miroir. J'ai veillé le miroir jusqu'à ce que, fatigué, il s'endorme. Je sais qu'à ce moment même, il rêve, ses os dorment. Je ne me baigne plus dedans, égaré comme je suis dans l'enchevêtrement des branches, dans le fourré de ces innombrables sommeils. Je me trouve quelque part, mais où? Qui rêve? De qui? Moi du miroir ou lui de moi? Je danse dans ton âme. Quand il pleut, quand il vente et quand il soleil aussi. Je te rouge, je te noir, je danse dans ton cœur, dans tes cris, répercutés à l'infini par nos deux corps. Miroir.
Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas de l'autre côté du miroir. Quelque chose n'est pas net. Quelque chose ne se laisse pas comprendre. L'infini. L'infini serait-il encore plus noir? De l'autre côté, seul l'instant danse. Lui seul ici peut bien le faire dans sa vraie langue. L'oiseau rare, la minute, l'heure, patauge comme l'année, trop terre à terre et sans trop de nuances, minuit, midi, et puis encore minuit. Seul l'instant, lui, possède ce don avare de pouvoir chanter, hurler, danser, tout ça à pas, à peine murmurer. Oui, oui. Bien sûr, les anges, comme les hommes, chutent parfois. Oui. Mais les anges, comme des bulles de savon, rebondissent sur la froideur de la terre, sur les nuages dans le ciel, sur l'eau des miroirs. Dans ces miroirs dans lesquels les danseurs se regardent en dansant. De ces miroirs dans lesquels les danseurs se regardent en dansant et en se regardant découvrent le miracle d'être comme toi et moi, tout simplement des humains. Mon miroir a pris feu. Je me regardais quand soudain j'ai senti une odeur de fumée. Des flammes ont commencé à jaillir des eaux troubles. J'ai voulu m'enfuir. Mais les flammes se sont rendues vers moi, se sont tendues vers moi comme des bras en manque d'amour et ont commencé à m'enlacer, me tirer vers elles comme celle d'un être qui n'aurait accepté pour rien au monde d'être quitté. Tiens, c'est bizarre. Et plutôt rare. Déjà, rime avec Mozart. Peut-être bien que le lien qu'on doit chercher est le mot art. Et toi et moi, dans tout cela, Mozart, Béjart, le même combat. Être, ou peut-être seulement essayer d'être. Être ou non, aussi, ou comme si on y était sans vraiment l'être. Bon, soit. On
champ ouvert, connaître tout, ou ne plus rien savoir de soi-même. Ici-bas, tout ne semble être qu'exultation ou mécontentement, force, faiblesse, joie, chute ou rebond, être, paraître, abîme, lumière, tout n'est finalement qu'un effronté, toujours le même, gonflé de tant de vaines tensions, interne, terne, mais éternel, plus qu'imparfait, incorrigible, point d'interrogation. Quelle surprise de voir Gigi danser ici, là où habitait Maurice Béjart pendant plus de 25 ans. Et surtout, quelle surprise de voir un homme avec une telle qualité, une telle âme, une telle sensibilité s'épanouir dans cette maison, dans cet esprit. Et tout de suite, je me rappelle, avec Maurice Béjart, un jour, il m'appelle et il était en Anvers, et il me dit, venez avec moi. Comme son habitude, ses heures étaient rapides. Et on a été à Rotterdam, au Nederlands Théâtre, et c'était la classe numéro 3. Cette classe numéro 3, c'est pour les danseurs de plus de 50 ans. Il y a juste un peu plus de 50 ans. Et on voit dans cet art de danser, qui, on dit toujours, oui, vous savez, on arrête de danser normalement à 30 ans, un peu plus. Bon, ça n'est pas vrai. Et on le voit ici, c'est absolument admirable ce qu'on a vu. Vraiment, merci beaucoup Gigi. Merci beaucoup à vous également. Et c'était vraiment une chorégraphie qui est à la fois touchante et élevante. Donc vraiment, merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer la présence de Madame l'ambassadeur, de Madame donc Andrea Pasta. Madame l'ambassadeur de Roumanie, bien sûr. Madame Liliana Turion, directrice de l'Institut culturel de Roumanie. Madame aussi Bozena Coignet, qui est un peu l'initiatrice de cette soirée. C'est elle qui s'occupe de Europa et Roumanie pour ce qui est des arts en général. Et puis la présence de Lumila Patlanjoglu, qui est donc l'autrice de ce livre biographique de Gigi Katsioulianou, que vous pouvez vous procurer à la fin de la soirée. Et je vous propose maintenant une sorte d'entretien récréatif entre Madame Patlanjoglu et Gigi. Bien. Oui. À Michel, c'est la saison de la grippe. Donc, pour prononcer bien mon nom, il faut savoir éternuer. Voilà. Oui, merci de m'avoir accueilli. Je vais dire juste un petit mot. Quand j'ai commencé à danser, elle parlait de plus de 50 ans, mais quand j'avais moins de 17 ou moins de 16 ans, j'ai commencé à danser en Roumanie avec une grande danseuse roumaine que personne ne connaît en dehors de la Roumanie parce qu'elle n'a jamais voulu quitter ni partir, mais c'est une grande dame de la danse.
Et on n'avait pas de théâtre, on n'avait pas de salle, même de répétition. Donc on répétait chez elle à la maison en poussant les meubles. Enfin, les meubles, elle avait une table et une chaise. Et après, on dansait chez des gens qui avaient une petite maison, avec un petit salon. Et c'est comme ça qu'est né un spectacle qui a duré après 5 ans. Telle affiche, ça s'appelait Nocturne 9,5 parce que ça se passait à 9h30. On nous a donné un petit théâtre de poupées, de marionnettes à Bucarest. Ce théâtre est pour les poupées, donc tout petit, tout petit. Et on dansait tous les samedis. Pendant 5 ans, on n'a pas arrêté de danser et de refuser du monde. Et je dis que j'ai retrouvé ici cette atmosphère. Dans une maison qui a des murs pas seulement pleins de photos, mais plein de choses qui, voilà, j'ai la peau qui est comme ça quand j'en parle. C'est tout un tas de souvenirs de combien de fois Maurice Béjart a dû se taper la tête contre le mur pour trouver des solutions, pour faire avancer les choses, pour s'épanouir, pour creuser. Et je sens le lien dans ces murs, ces choses-là. Pour moi, c'est un bonheur. Et merci beaucoup Michel de nous avoir permis de faire ça ici et pas ailleurs. Merci Béjart. À vous. C'est moi. Je vais assurer la traduction en français pour madame. Je vais s'exprimer en français. Je peux aussi parler en français, mais j'ai l'émotion. Alors je préfère, pour me comprendre qu'est-ce que je veux dire, de traduire les mots, monsieur. Aș vrea să vă spun că Gigi Căciuleanu este pentru un autor care dorește să scrie o carte, un lucru minunat și un lucru care atrage extraordinar. Pentru că el are o viață cu totul specială, cu foarte multă aventură, cu foarte multă poezie, cu dramatism, cu multă comedie, dar și foarte multă tragedie în această existență. Și probabil din această cauză și arta sa este atât de bogată. Voilà, donc pour parler de monsieur Căciuleanu. Voilà, pour parler de monsieur Căciuleanu, il faut dire que déjà pour un auteur, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui a un attrait particulier que d'écrire un livre sur lui. Surtout que sa vie a été faite de poésie, d'aventure, de comédie, mais aussi de tragédie, ce qui est transmis dans son art. O viață bogată, un vid treliș. Alors, despre Gigi Căciuleanu s-a spus, este un uriaș cu sclipiri geniale, o imensă fantezie, un mare dansator, un genial coregraf cunoscut și recunoscut internațional. Cei care au spus aceste lucruri sunt nume ilustre ca Maia Plisevskaya, Pina Bausch, marele mecena și creator de modă Pierre Cardin și directorul operei din Viena, Johann Holländer. Voilà, plusieurs personnalités se sont exprimées par rapport à l'œuvre et à la personne de M. Căciuleanu, donc en l'appelant tour à tour un géant de la danse, un génie, un danseur plein de fantaisie et un excellent chorégraphe. Et donc, parmi ceux qui lui ont apporté ces louanges, on peut compter Maia Plisevskaya, voilà. Donc Pina Bausch, Pierre Cardin lui-même, ainsi que le directeur de l'Opéra de Vienne. Mais quand quelqu'un demande qui es-tu, Gigi, il dit, je suis quelqu'un qui danse. Il est très, très modeste quand il dit, je suis quelqu'un qui danse.
Non, je suis très orgueilleux. Au contraire, mais oui. C'est ma fierté, c'est mon orgueil. Danser, il n'y a rien de mieux. Hein. Un orgoliu, o smerenie, dar și un orgoliu motivat, pentru că Gigi Căciuleanu, în lunga sa carieră, are peste 300 de coregrafii realizate pe cele mai mari scene din lume, și le voi enumera, mii de spectacole, sute de turnee aproape pe tot globul. Voilà, donc en parlant de lui, on peut parler d'orgueil, mais aussi d'une certaine humilité. Il faut se rappeler que M. Căciuleanu a été l'auteur de plus de 300 chorégraphies. Il a fait des milliers de spectacles et des centaines de tournées à travers le monde. Care este sursa acestei creații cu totul remarcabile, subliniată și de marea presă din lume, marile cotidiene, marile reviste de specialitate, cu toate remarcă acest talent, această fantezie și vorbesc de această genialitate. Donc la presse internationale a aussi parlé de lui et de son œuvre, mettant en avant sa fantaisie, son talent et son génie. Alors, une source est très intéressante pour moi comme auteur est les racines de Gigi. Racines roumaines, racines russes, racines suédoises, racines grecques. Alors, une autre source de cette carrière exceptionnelle, ce sont des rencontres destin. Oui, je dis bien, j'espère. Rencontres destin. Parmi ces rencontres destin, c'est Pina Bausch, c'est Maya Plisevskaya, c'est Pierre Cardin, qui a été un mécénat pour son art, mais aussi la rencontre avec Miriam Răducanu. Miriam Răducanu est une sorte de grande artiste. Elle a 90 de ani, maintenant. Non, elle n'a pas 90 ans. Peste 90 de ani. Une diva n'a pas de d'âge. Mais il danse aussi. À cet âge, elle danse. Et întâlnirea cu Miriam Răducanu a fost extrem de importantă pentru evoluția lui artistică. Voilà, donc la rencontre avec Miriam Răducanu, qui est cette artiste roumaine, voilà, a été un moment charnier, voilà, dans la carrière de M. Căciuleanu. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez dit en français ou en roumain, mais les racines sont importantes, vos racines sont importantes. Vous êtes d'origine à la fois roumaine, suédoise, russe et grecque. Oui, se mélange. Alors, bon, născut în România și adoptat de Franța, el se apropie de dans de o vârstă foarte fragedă, de 4 ani. Voilà, donc M. Căciuleanu, il est né en Roumanie, mais tout a été adopté par la France. Et il commence, dès son plus jeune âge, à 4 ans, il commence la danse. J'ai dansé pareil, quand même. Ça a changé. Și talentul lui este remarcat foarte repede. La vârsta de 18 ani, după ce absolvă Școala Națională de Coregrafie din România și un stagiu la celebrul teatru Bolșoi din Moscova cu mari maestri, la 18 ani devine prim solist al Operei Naționale din București și mari artiști compun coregrafii special pentru Gigi Căciuleanu. Voilà, il s'est fait très vite remarquer. Par exemple,
dès sa sortie de l'école nationale de chorégraphie à 18 ans. Il ira en stage au Bolchoï Théâtre de Moscou. Et très vite après, il devient le jeune premier de l'Opéra national de Bucarest, où plusieurs artistes et chorégraphes vont composer spécialement pour lui des chorégraphies. Foarte, cam în același timp, câștigă concursuri importante internaționale, unde în jurul sunt foarte mari personalități care după aceea îi vor deschide calea internațională, care îl văd și îi vor deschide calea internațională. E vorba de concursurile de la Varna, cele două de la Köln. Voilà, donc il sera le gagnant de plusieurs concours internationaux de danse. Et une fois remarqué par les jurys, plusieurs personnalités lui ont par après ouvert la porte pour développer sa carrière. On peut citer par exemple ses participations au concours de Varna et aux deux concours deux fois à Cologne. Ceva se întâmplă însă în viața lui, în cariera lui, această întâlnire cu Miriam Răducanu, care îi descoperă lumea dansului modern, lumea dansului contemporan, altceva decât ceea ce înseamnă baletul clasic, ce înseamnă opera. La rencontre avec Madame Răducanu a marqué un moment important puisqu'il a été introduit à la danse contemporaine qui est différente du ballet classique. Et tous les deux réalisent ce spectacle, Gigi vous avez dit, nocturne, qui est dans de petites salles, mais toute l'intellectualité, tous les hommes de culture de cette époque sont présents pour voir Gigi et Miriam Răducanu. Et Gigi, une décision très importante pour lui est de rester en France définitive. En Roumanie, il y a une période un peu tulbure, bon, oui, c'est l'époque de Ceausescu, il y a problème de censure et d'autres, et il décide de rester en France. Et ici commence une autre période, une autre époque. Gigi Căciuleanu, în momentul în care rămâne în Franța, e adoptat de Franța, va marca de-a lungul a mai bine de 2-3 decenii teatrul de dans contemporan din Franța. Dès son établissement en France pendant 2-3 décennies, M. Căciuleanu va marquer l'école de danse, la scène de danse française. Va inaugura, va conduce, va forma trupe. Sunt două centre naționale foarte importante, la Mario, le Grand Théâtre de Nancy, le Théâtre chorégraphique de Rennes, ou à Paris, à l'espace Pierre Cardin. Deci sunt aceste centre naționale, sprijinite și de stat, dar și de mecena, de particulari, traduit. Voilà. Donc il a inauguré, il a créé des troupes, il a dirigé des centres artistiques dédiés à la danse, par exemple à Nancy, à Rennes et à Paris, par exemple à Paris à l'espace Pierre Cardin. Și începe o serie de mari spectacole, multe capodoperă, cu care prilej face turnee în toată lumea. Il va démarrer toute une série de grands spectacles qu'on peut appeler des chefs-d'œuvre, qu'il va faire tourner à travers le monde. Si
Si vous racontez tout le livre, il n'achète plus le livre. Mari turnee, mari spectacole în marile capitale. Il a enchaîné les grands spectacles à travers les grandes capitales. De Paris, Londra, Moscou, Shanghai, Hong Kong, Montevideo, Rome. Ça sonne bien. Est impossible d'épuiser la liste des tournées. Il joue dans des grands théâtres, des grands espaces comme le musée Guggenheim, le centre Pompidou par exemple, le théâtre Vue du Nord de Peter Brook ou le théâtre de Madeleine Reynaud et son époux Jean-Louis Barrault, le théâtre national de Chaillot ou le théâtre de la ville, l'opéra de Paris, voilà, sont des espaces assez exceptionnels. Une autre partie de son activité, ce n'est pas seulement celle de le danseur, le chorégraphe, c'est aussi le pédagogue. Gigi Căciuleanu est un grand pédagogue. El ține cursuri. Il va dispenser des cours. Conservatoire de Paris, conservatoire et université de Chile. Il est le directeur le ballet national de Chile, où il a une activité assez extraordinaire. Il fait partie des jurys invités dans des universités pour des cours de danse. Il est très apprécié dans ses qualités aussi en Roumanie comme chorégraphe et comme pédagogue. În 1998, când a venit după 25 de ani s-a întors în România. En 98, il est retourné après 25 ans en Roumanie. A fost o adevărată explozie de entuziasm. Il y a eu une énorme explosion d'enthousiasme. A fost primit regal de public, de presă, de artiști. Il a eu droit à une réception royale de la part du public. A avut foarte mulți invitați, mari personalități din afară, în spectacole legate cu acest prilej. Et à l'occasion de ces spectacles en Roumanie, il y a des personnalités étrangères voilà, qui sont venues en grand nombre. Și din 1998 până acum, el își continuă activitatea și în România. Et depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, il continue son activité en Roumanie aussi. Unde a realizat și realizează spectacole cu totul excepționale. Où il a mis en scène et il continue à mettre en scène des spectacles vraiment exceptionnels. Atât de excepțional încât Ioan Hollander, când a fost directorul festivalului Enescu, a făcut un lucru cu totul excepțional, deci să-l invite în program cu spectacolele lui de muzică și voilà, son activité a attiré l'attention de Johan Hollander de Vienne, qui est devenu le directeur du Festival international Enescu à Bucarest et qui, pour l'occasion, a invité M. Căciuleanu et ses spectacles dans le programme officiel. N-am să mă lungesc prea mult, vreau să spun 3 lucruri, să punctez în ce constă marea lui artă și acest mare succes real. Voilà, sans vouloir plus m'attarder, donc je vais juste souligner son grand art et les raisons de son succès. Primul este fizicul lui. El, când la începutul profesiunii, era numit zburătorul, l'homme élect.
Voilà, on va commencer par son physique. Voilà. Donc à l'époque où il a commencé la danse, on le surnommait l'homme qui vole ou l'homme ailé. L'homme ailé. L'expressivité de son corps était extraordinaire. Puis, une mélange entre la ligne dramatique et celle comique. Et une relation tout spéciale entre le danse et la musique. Il a fait des grands spectacles sous la musique de Bach, de Vivaldi, Stravinsky, Debussy, Enescu, le Requiem de Verdi, Mozart, de grands spectacles. Mais qu'est-ce que frappe, c'est le mélange entre ces grandes musiques et le mélange avec Ray Charles, avec la musique folklorique, avec les Beatles, John Lennon, qui trouble, qui émotionne spéciale le public. C'est une art post-moderne, celle pratiquée par Gigi Căciuleanu, mais qui a de grands succès, de grands échos dans la critique et aussi pour le public. Mes derniers mots, je suis très heureuse pour ce livre qui est en 3 langues, en roumain, en anglais et en français. Et le titre, je crois que c'est une syntagme très expressive pour l'art de Gigi Căciuleanu. L'homme danse, il est l'homme danse, ou dance man in English. Je veux dire quelque chose, Gigi Căciuleanu est aussi écrit des théories de la danse. Il a 2 concepts, le danse-acteur, et un livre sur ce concept, et le théâtre chorégraphique. Une liaison très spéciale entre l'acteur et le danse, entre le théâtre et le danse. Et toute cette biographie, c'est une biographie fabuleuse, c'est une biographie absolument émotionnante. Et ce livre, ce n'est pas seulement des photos et des textes, il y a une sorte de opoweste, une course de la vie qui émotionne. Parce que M. Căciuleanu est non pas seulement dansateur, chorégraphe, une bonne leader ou pédagogue, bon leader pour troupe ou pédagogue, il est aussi poète, un valeureux poète, miroir. Ce sont des poésies absolument et il desenează des expositions. Oui. Et ils sont ici des illustrations avec ça. Et je crois que tout cet univers est synthétisé dans les mots d'un poème et l'album finit avec ces mots où je peux le dire en français, ces mots où l'homme ailé, l'homme danse Gigi Căciuleanu compose sur la scène mais aussi sur le papier l'image d'un être pétri de miettes de vie, de bribes de corps, de fragments de rêve, de quelques gouttes d'abîme. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. En remerciant déjà Madame Fernandez du dossier extraordinaire que Jean-Michel Gomez nous donne. Je veux remercier à M. Robert Michel de cette invitation. Je veux vous remercier, vous, au public, et à Madame Troy, à Madame Ambassadeur,
et les représentants de l'Institut roumain et aussi de l'organisateur, Madame Botina, de l'organisateur du Festival Europan. Merci. Présentation de Lumia, à mon avis, tout à fait. Non, je veux dire que, par chance, il y a quelqu'un dans cette salle qui nous a connus, moi et Alexandra Rakovica, mon partenaire, et Dan Mastakan, on était 3 personnes, en fait, qui sont tous dans le livre. Je ne suis pas tout seul. De tout ce qu'on a fait parce qu'on était plusieurs. On était à 3, c'est un trio. Alexandra Rakovica, Dan Mastakan et moi-même. Et il y a mon premier impresario qui nous a fait tourner à Nancy, au Grand Théâtre de Nancy, Eric Terlinden, et pas seulement. Merci bien. Oui. Alors, on a pu découvrir à travers votre présentation la beauté, la poésie de la langue roumaine. C'était notamment, ça faisait partie de la présentation et pour nous du spectacle. Mais pour te faire parler, parce qu'on aimerait bien t'entendre, après t'avoir vu jouer magnifiquement ce soir, il y a une petite anecdote que j'adore, que Domina rappelle dans son livre, c'est celle où tu expliques que quand tu étais petit, tu dormais la nuit vêtu d'un haut de pyjama, étant persuadé que des ailes devaient te pousser et que le pyjama les en empêcherait. On les a vus, tes ailes. Oui, je vais vous raconter. Les ailes, oui, les ailes, on les a tous. En fait, tout le monde a des ailes. Et c'est l'idée de. Quand on fait des cours de danse, c'est parce qu'on aime les gens qui sont en face de vous. Et un cours de danse, c'est pas seulement un cours où on montre un mouvement ou la façon de le faire, mais aussi une façon de philosopher, d'être fou, de dingue, et en même temps très très percutant et très dessiné. Une petite anecdote par rapport au petit théâtre où on dansait à Bucarest. C'est un petit théâtre qui était la moitié de la scène était petite. Il y avait peut-être plus de monde qui rentrait dans ça, c'est une salle assez traditionnelle. Et j'avais eu l'idée, c'est le plan des nocturnes, je ne sais pas si Madame Panacho vous connaît cette histoire. Je rentrais du fond de la. Je me suis dit, je vais rentrer dans le noir en enjambant les chaises et je vais aller sur la scène du Grand Trouvaille. Je vais aller sur la scène. Et ça se passe très bien, sauf un jour. Et tout ça dans le noir. Donc le noir se fait, moi je monte sur une chaise, deuxième chaise, troisième chaise, et du coup mon doigt rentre dans quelque chose de mou et humide. Je dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Je dis, mais ça dure des heures. Et je ne pouvais plus. Je dis, c'est une bouche? Non, parce que ça ne m'a pas mordu. Qu'est-ce que ça pouvait être à ce niveau-là? Finalement, ça a duré un siècle, je me suis extirpé le doigt et j'ai dansé comme jamais dans la vie. Je me suis dit, sur quoi tient le fait de bien danser? Alors, il y a en dehors de ton parcours que Madame a bien narré, il y a des anecdotes dans ce livre qui paraissent parfois similaires tout simplement à Maurice Béjart. Il y a le théâtre des marionnettes qui t'a accompagné dès l'enfance, puis aussi ton amour de la glace. Oui. Maurice Béjart, chaque soir, désirait toujours avoir un peu de glace pour son glace. Et c'est pour l'anecdote. Mais pour revenir à ton parcours, il y a donc la notion de Roumanie, et tu es donc français de nationalité maintenant. Et à un moment donné, tu as arrivé de Roumanie, tu t'es installé à Paris, mais tu as pu aller aux États-Unis sur un plateau doré que tu as refusé. Si tu pouvais nous narrer ça. C'est long. En fait, quand j'étais chez Pina, c'est Pina qui m'a vu à Cologne. Je gagnais un prix, Pina Bosch. Elle avait gagné le même prix il y a 2 ou 3 ans, enfin 2 ou 3 ans avant. Et elle m'a invité donc à Cologne, pas à Cologne, c'était à la SN où elle était, où j'ai chorégraphié pour sa troupe et j'ai donné des cours, je prenais des cours. C'est une période absolument extraordinaire où je dansais à côté de Pina, mais pas avec elle. Elle dansait ses numéros, moi mes numéros, et ça il faut que je raconte, parce que c'est pour moi une expérience extraordinaire. J'étais
On dansait en Hollande, en Allemagne, mais tout d'abord dans le petit théâtre qui est à Essen, je ne sais pas si vous connaissez Essen-Werden, il y a un petit théâtre à côté de la Mensa, de la cantine. Et dans ce théâtre, tous les soirs, quelqu'un montrait quelque chose. Et nous, on montrait aussi. Moi, je montrais mes choses, Pina montrait les siennes. Et je me mettais comme ça, je débat, et je regardais Pina danser. Pina c'est pas le sujet de la soirée, mais je ne peux pas m'en empêcher. Des mains et des pieds d'oiseaux, d'un dinosaure paradisiaque, quelque chose d'extraordinaire. Et elle ne travaillait pas tellement les cours et tout ça, mais quand elle dansait, j'ai eu cette émotion qu'avec 3 personnes, vraiment à ce point où j'avais envie de m'arracher toute la peau, c'était elle, Miriam Raducanu et Maya Plisetskaya. J'ai vu aussi Tania Bari danser, et c'était très très beau. Et, on salue ici présent ce soir. Salut, oui. Et puis, Eric, c'est toi qui parlais toujours de Tania Bari. Ouais. Mais je veux dire, à ce moment-là, j'ai reçu une lettre quand j'étais à Pina, une lettre de l'ambassadeur des ex-ambassadeur des États-Unis à Bucarest, qui m'avait vu danser dans le petit théâtre, mais aussi à l'opéra, et il m'avait écrit: est-ce que tu veux émigrer aux États-Unis? J'ai dit oui, bien sûr, qui ne veut pas? Donc, tout ça par lettre, il y a pas de mail. La lettre arrive, la lettre s'écrit, la lettre. Donc, après 2 mois, finalement, il m'écrit en me disant: j'ai tout arrangé. Du coup, il était au département d'État, donc il a pu arranger plus facilement pour quelqu'un venant de l'Est, c'est-à-dire avec un passeport derrière, il peut le faire. Et il m'a dit: il faut que tu ailles à Paris, d'Allemagne, que tu prennes tes papiers, et tu viens aux États-Unis, tu as 1 mois payé, 1 an, une bourse pour 1 an, tu as où loger, et tu travailles chez Elvi Nicolais. C'était inespéré. Et donc je viens à l'ambassade de Paris et je découvre Paris. Et quand j'ai vu Paris, c'était au mois d'août, je dis par d'ici: je ne bouge pas, je ne bouge pas. J'avais pas de quoi manger, j'avais pas de quoi vivre, où dormir. Je ne vous dis pas où j'ai dormi les premières années, les premiers jours. Et je me suis présenté à l'ambassade et j'ai dit, je ne sais pas si vous voyez l'ambassade des États-Unis à Paris, c'est une forteresse. Et je rentre dans un bureau, voilà, et puis il y avait une dame qui venait avec mes papiers, comme ça. Et j'ai dit: madame, vous savez, j'ai décidé, mais c'est un culot monstre parce que j'avais rien. Je laissais quelque chose que je pouvais toucher pour quelque chose que je ne pouvais pas toucher. Et elle m'a dit: j'ai jamais vu quelqu'un monter sur le mur avec une crise d'hystérie totale en disant: mais tu ne rends pas compte qu'est-ce qu'on a fait pour avoir tué ces papiers de green card. Vivre Je dis: oui, je sais. Et je suis parti. Et j'ai bien fait, parce que finalement, avec Alexandra, on est allé chez Rosella, une grande amie de moi, qui est une amie à tous les grands artistes, je pense. Qui avait donc cette école à Cannes. Et comme ça, elle prenait la direction du ballet de Nancy, du Grand Théâtre de Nancy, et elle nous a proposé à Alexandra et à moi, elle est dans le livre, vous allez voir, c'est une danseuse magnifique. Et elle nous a dit: j'ai un seul poste de danseuse, on divisait en 2, et je pars autre chose. Et comme ça, je suis arrivé à Nancy. Et à Nancy, j'ai dit à Rosella: tu sais, j'ai une idée de monter le lac de Cygne avec le spécial. Elle a dit oui, elle marchait à tout. Et finalement, tout, je voulais un Rosbach androgyne, une Odette Odier qui n'est pas Odette Odier, tout un tas de fumée comme ça. Finalement, c'est arrivé un ballet assez traditionnel. Alexandra a monté le 2e, 4e, tu l'as vu peut-être, le 2e, 4e acte. Moi, j'ai monté le 1er, 3e parce que je connaissais mieux. Et comme ça, on avait fait la première entrée par le biais, c'était notre cheval de Troie, ce ballet là de Cygne. Moi, je très fine, ce lac de Cygne, ça me paraissait un sacrilège total. Eh bien, on apprend des choses incroyables en faisant des choses qu'on n'a pas envie de faire, finalement. On se rappe, on se met la tête à contribution, et on a fait ce lac de Cygne. Et Rosella a dit: je ne peux plus faire Cannes et Nancy, c'était long parce qu'il fallait venir par Paris, vous savez ce que c'est traverser la France. Elle venait à 7h du matin, elle était dans la classe en faisant sa barbe, parce qu'elle a fait toute la nuit en train. Et elle est partie, elle a dit: est-ce que tu ne veux pas rester à la place? Je dis: bien sûr, je veux rester. Au début, j'ai dit non. Mais Dan m'a dit: tu es fou de ne pas rester. Et je suis resté avec Alexandra, on est resté 5 ans à Nancy. Le ballet de Nancy existe maintenant grâce à notre travail là-bas.
Et je suis très fier parce que c'est un public très difficile. C'est un public assez traditionnel, très conservateur, mais ça a du bon aussi, un public conservateur. En dansant pour les étudiants chez Pina, donc on pouvait tout faire, on avait le droit à tout. Du coup là, on n'avait plus le droit à tout. Et pour ne pas se trahir soi-même, et en même temps donner aux gens ce qu'ils ont, parce qu'ils payent leur place et leur abonnement. Du coup, ça t'oblige à repenser les choses, à se dire qu'il n'y a peut-être pas des choses pas si mal dans le spectacle traditionnel qu'on rejetait, mais il faut prendre ce qui te plaît, ce qui te convient. Et c'est ce que j'avais fait. Et c'était une grande école. Là, j'ai dû monter une opérette toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est une théâtre de province. Donc l'opérette, le bal du cheval blanc, Fifi, Dédé, la vie parisienne, toutes les semaines, une opérette. Et j'avais jamais vu une opérette de ma vie avant. La première opérette, je te raconte, c'était Fifi. Je ne sais pas si vous connaissez l'opérette Fifi. C'est dommage parce que ça fait partie d'un théâtre français musical qui est très beau. Fifi, Dédé, c'est des pièces, des chefs-d'œuvre. Mais à l'époque, ça me paraissait une sorte de cacaboudin. Et il y a Louis Ducreux qui était directeur du théâtre, il me dit voilà, tu vas faire la chorégraphie, et j'étais nouveau directeur. Donc il me dit tu vas faire la chorégraphie de l'opérette. Je dis ah oui, très bien, donne-moi la musique. Il me donne la musique, 2 minutes. J'avais fait une chose compliquée, les filles qui n'ont jamais fait autre chose que de pas chasser avant. Du coup, les bras et tout, et ça. 2 minutes, oui, nous sommes les petits modèles, papa, tout était comme ça. Lui du club vient et dit oui, c'est formidable, c'est très très bien, on n'a jamais vu ça. Et le reste? Je dis quel reste? Il y avait encore 10 partitions énormes à faire. Alors je dis aux filles, pas chasser. Et j'ai appris beaucoup de métiers, je veux dire, en faisant des spectacles qui ne me plaisaient pas je ne veux pas dire que ça ne me plaisait pas. On ne peut pas ne pas aimer un spectacle, quel qu'il soit. Un spectacle, c'est une chose sacrée. Un spectacle, que ce soit dans une petite salle, que ce soit dans une chambre, que ce soit à l'opéra, que ce soit n'importe où, un spectacle est une chose miraculeuse pour celui qui le fait, pour celui qui le vit. Ça ne peut pas se dire en mots. Les gens qui ont dansé ou qui dansent le savent ou qui font du théâtre. Tu ne peux pas raconter ça autrement qu'en le vivant soi-même. Et donc il n'y a pas de mauvais spectacle. Ouais, mais au niveau de la danse, tu émets un nouveau concept ou une nouvelle interprétation, tu parles de l'alterdance. Oui, c'est alterdance, c'est Alors, est-ce que c'est un concept que tu as créé il y a plusieurs années, qui est toujours d'actualité ou bien c'est... Comme tous les concepts, c'est compliqué parce que l'alterdance, je fais à Santiago, je dis on va danser autrement. Mais ça veut dire pas danser autrement, ça y est rester sur le nez là où les autres restent sur la pointe. Non, danser autrement c'est avec un autre background, avec une autre pensée. Penser plutôt à la danse comme un poème, comme un poème plutôt qu'une narration, que raconter une histoire, mais raconter plusieurs histoires. Donc j'ai lancé ce alterdance qui a très bien marché au public et très mal à la critique. Ils nous ont dit mais qu'est-ce que c'est alterdance? Pourquoi alterdance? Et c'est vrai, ils ont raison finalement. La danse c'est la danse. Il n'y a pas d'alterdance. Ouais, la danse c'est la danse. Et tu parlais de Santiago, puisque tu as été donc directeur pendant plus de 15 ans au Ballet National du Chili. Et tu étais à la fois au Chili et autre part ou bien Oui, je faisais la navette entre Paris et... La navette? Oui. En même temps, j'avais commencé en 2007 la compagnie à Bucarest avec le Vali. Et je disais que je faisais le grand écart entre Santiago et Paris et Bucarest avec le cul à Paris. Tu es un danseur, tu es un chorégraphe, mais on sent surtout la poésie en toi. Je suis un clown. La poésie de l'esprit. Je suis un clown. Je pense que le côté clownesque, c'est pour ça que j'adorais le ballet de Jacques que j'avais vu il y a longtemps sur Nijinsky, le clown de Dieu. Et ça m'a plu énormément. C'est là où je suis tombé amoureux de lui, je pense. C'est au moment où il a pu dire ce mot très beau et faire un spectacle là-dessus. Et là-dessus, on peut faire des spectacles. Et pour finir, je vais vous raconter 3 anecdotes avec Moïse Béjart, je peux? Oui, mais on n'a pas fini. Alors la première, c'est... Je ne l'ai pas connu beaucoup, du tout.
La première fois, juste après j'ai gagné un prix de chorégraphie à Varna, qui est une histoire en soi, c'est un roman qui dure 2 heures à raconter, mais j'ai gagné un prix de chorégraphie, mon premier prix de chorégraphie. Et là-dessus, il y a une dame de Belgique, de Ballet de Flandre, Madame Jeanne Brabant, qui m'invite chez elle en compagnie. Pour moi, c'était extraordinaire de lui parler. J'ai signé le contrat en flamand, je comprenais rien du tout, et puis même en français, je ne comprenais pas grand-chose dans le contrat. Je signe le contrat, je vais 2 mois chez Madame Brabant à Anvers. Je suis arrivé à Anvers et j'ai pas tellement. J'ai pris un prix de chorégraphie, je pensais qu'elle va me faire quelque chose d'autre que danser derrière les. Et donc, j'avais dit, madame, je m'en vais, je pars parce que ça ne me convient pas, elle s'est fâchée. Mais avant ça, j'ai dit, je ne peux pas être en Belgique, à Anvers, et ne pas passer à Bruxelles, voir Béjar. Béjar, c'était pas l'oiseau de feu. Donc, je vais, je demande une audition, je demande qu'il me voie, très gentiment, il a dit OK, et il s'est assis, et je lui ai dansé ce que je dansais à Varna, sur la musique de Ray Charles. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Il a regardé, quand il dit mon livre déjà regardé, ça veut dire les yeux, vous le savez. Quand il dit regarde, il vous transperce avec les. Donc vous dansez comme si vous étiez un insecte avec une aiguille dedans. Donc j'ai dansé comme j'ai pu, et il m'a donné un contrat. Il a dit, donc quelqu'un a fait venir quelqu'un, et j'ai dit mais je pars à Bucarest, je ne peux pas. Je suis parti. Et il m'a regardé comme si j'étais complètement fou. Parce que, voilà. Et je suis parti à Bucarest le lendemain. Très bien. Madame Brabant, elle m'a pu parler jamais de la vie. Elle est fâchée et tout. Ok. 1 an ou 2 ans après, ma deuxième rencontre avec Béjar, c'était à Venise. À Venise, c'était déjà, j'avais fait le théâtre chorégraphique de Rennes. J'ai eu du succès avec un spectacle que j'avais fait au théâtre, où on a dansé nous, au théâtre Goldoni. C'est un beau théâtre, Goldoni, je ne veux pas mieux, Goldoni. Et donc, j'ai fait un spectacle là-bas, j'ai eu du succès, et le directeur de la Fenice m'appelle et me dit, est-ce que tu veux venir me voir? Je dis, bien sûr, je suis allé le voir, et on attend dans l'antichambre, il y a moi et un monsieur à cette distance-là, déjà. Mais quand Béjar a levé les yeux, je vais comme ça. Et je suis là, il est là, et on se dit rien, il se souvenait sûrement plus de moi. Moi, bien sûr, je savais qui c'était. Et on attendait d'être reçu, il était reçu par le même. Donc on attendait l'antichambre, comme chez le dentiste, on attend. Bon. Et moi, je ne vais pas rester sans dire quelque chose, j'avais dit que je suis clown d'origine russe, pas grec, clown. Et je dis à Béjar, je dis, écoutez, c'est incroyable que quelqu'un est venu dans un marécage et a tapé un clou dans la terre, et il a commencé à faire une cité, une ville. Il fait comme ça. Il me dit. Et il vient chez moi, et il ouvre, et il avait une sorte de serviette, donc chez le médecin de campagne, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Et il sort de là un livre de dessins, comment on appelle ça, pas dessins animés, des comics. Bande dessinée. Déjà, bande dessinée. Donc il appelle bon. Et il montre la première image qu'il y a dans ce livre, un mec en tapant une sorte de pieu énorme en bois dans ce marécage. Là, du coup, s'ouvre la porte, il m'appelle, j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps d'approfondir parce que j'ai été appelé, on m'a demandé de faire une chorégraphie, une création qui était terrible après, et bon, ça c'est la deuxième rencontre avec Béjar. Et la troisième, de Lausanne, moi j'étais dans le jury, il y a un concours à Lausanne, et j'étais là, dans ce jury, et la vie a voulu qu'on prenne le même avion pour venir à Paris. Donc, on reste à côté de l'avion. Il commence à me parler, il me dit, j'ai un projet avec toi, avec Maggie Marin, avec des chorégraphes. Moi, je vais faire danser des chorégraphes. Parce qu'ils ont leur propre pensée, et j'ai envie de faire danser. Et il me dit, est-ce que tu es d'accord? Je dis, tiens, bien sûr, je suis d'accord. Et on est dans le taxi, il m'amène à la maison, chez moi, il continue, et puis il est parti. Mais je suis content que je suis resté sur un projet.
avec c'est-à-dire c'est ouvert quelque part. Donc, chaque fois que je danse, j'ai en moi un peu de Dina Bausch, un peu de Marc Liceska, un peu de Miriam Mazzucano, un peu de Béjar, un peu de vous. Voilà. Eh bien merci, je disais que c'était pas fini, mais c'est pas fini parce qu'on va redécouvrir ton livre puisqu'il est mis en vente ici et on pourra encore parler avec toi autour d'un bon verre. Merci pour ces 3 belles histoires et anecdotes qui ont conclu tes entretiens. Merci vraiment pour ta présence et puis sache, Béjar est avec toi ce soir. Merci à toi, Michel. Merci.